Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La librairie des humanités. Collection des éditions L'Harmattan destinée à recevoir, dans ses diverses séries, des textes couvrant tout le champ des sciences sociales et humaines. Son caractère universitaire lui fait devoir et privilège de promouvoir des travaux de jeunes auteurs autant que de chercheurs chevronnés. Collection dirigée par le professeur émérite Jacques Fontanelle à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble et Pierre Cross, chargé de mission sur la politique de publication. Table des abréviations. ARE, Azerbaïdjan Georgia Romania Interconnector. AIOC, Azerbaïdjan International Operating Company. BTC, Oléoduc Bakou Tbilissi Ceyhan. BTE, Gazoduc Bakou Tbilissi Erzurum. CEI, Communauté des États indépendants. FPA, Front populaire d'Azerbaïdjan. Guam, Géorgie Ukraine Azerbaïdjan Moldavie. ITGI, Interconnector Turquie-Grèce Italie. KAVBURO, Comité caucasien du Parti communiste de Russie. NEI, Nouveaux États indépendants. ONU, Organisation des Nations Unies. OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. OZAKOM, Comité spécial de la Transcaucasie. PCUS, Parti communiste de l'Union soviétique. RDA, République démocratique d'Azerbaïdjan. RSFSR, République socialiste fédérative soviétique de Russie. RSS, République socialiste soviétique. SDN, Société des Nations. SOCAR, State Oil Company of Azerbaijan Republic. SER, Socialiste révolutionnaire. TANAP, Trans-Anatolian Gas Pipeline. TAP, Trans-Adriatic Pipeline. URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. YAP, Parti Nouvel Azerbaïdjan. ZAKAFKOM, Commissariat de la Transcaucasie. Citation. La République d'Azerbaïdjan a une histoire ancienne, une culture riche et des ressources naturelles considérables. Heydar Aliyev. L'Empire s'est écroulé. Le chemin de la vie heureuse nous est ouvert, nous vaincrons la nature, nous nous dresserons contre le destin. Le travail, les études, la lutte ne nous font pas peur. Le chemin de l'avenir nous est ouvert, nous avons travaillé comme des héros, riant de ceux qui étaient tristes. Mahmed Saïd Ordoubadi. On dit de ma patrie que c'est le pays des feux éternels, non symbolique, mais qui peut aussi être pris à la lettre. Il y a dans le sous-sol de la presqu'île d'Abcheron une source de feu éternel, le pétrole. Mais quelles que soient les flammes, quel que soit l'enfer dans lequel ait été plongée la terre de l'Azerbaïdjan, quelles que soient les souffrances qu'ait connues son peuple, semblable à l'oiseau de feu, il est demeuré plein de force et éternellement vivant. Mehdi Hussein. Introduction. L'Azerbaïdjan, un des plus anciens lieux habités du monde, est situé au point d'intersection de l'Europe et de l'Asie. Il a entretenu, depuis l'Antiquité, des liens économiques, politiques et culturels avec les pays des deux continents. Sa tradition étatique est très ancienne, mais il a eu constamment à faire face aux volontés de conquête de la plupart des empires, à commencer par Alexandre le Grand, Rome, Byzance, Sparte, les Sassanides, les Arabes, les Seldjoukides, les Mongols ou les Russes, lesquels arrivaient de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord et se disputaient le contrôle du Caucase du Sud, plus particulièrement de l'Azerbaïdjan, pour renforcer leur position dominante dans la région et élargir leur possession territoriale. Par sa position géographique hautement stratégique, l'Azerbaïdjan se situait toujours dans la visée de la politique expansionniste des puissances impériales et, placé à un lieu nodal, il ne pouvait pas échapper à ces invasions. Il s'organisait tantôt pour résister militairement, tantôt pour négocier une paix juste en vue de garantir l'intégrité de son territoire et l'autonomie de son unité politique. Mais il se transformait aussi en champ de bataille entre les différents belligérants. Il y avait plusieurs raisons à l'intérêt de la conquête de l'Azerbaïdjan. Situé à un carrefour stratégique, il contrôlait le lien terrestre entre le sud et le nord par le passage de Derbe.
C'était la principale route traditionnelle empruntée par les armées impériales lancées à la conquête des grands territoires d'Europe et d'Asie, pour traverser le Caucase. Lorsqu'au VIe siècle, les Sassanides décidèrent de construire des murailles de défense sur les territoires du nord de l'Azerbaïdjan, ils étaient conscients de la nécessité d'instaurer leur domination dans la région pour la sécurité et la sûreté de leur empire. La conquête de l'Azerbaïdjan constituait donc un facteur déterminant dans la stratégie des grandes puissances. Même si l'évolution de la technologie a modifié la notion d'espace ainsi que les pensées stratégiques, force est de constater que l'importance stratégique de l'Azerbaïdjan n'a rien perdu de sa force. Il contrôle l'accès à l'Asie centrale, il constitue un pont pour le désenclavement de plusieurs États de cette région et il offre aussi une route directe pour acheminer ses ressources énergétiques vers l'Occident. Il est devenu, comme le souligne Zbigniew Brzezinski, un acteur crucial dans la région et un élément de lutte pour la puissance des États sur le continent eurasien, dont le contrôle est jugé nécessaire pour la suprématie mondiale. Il était un des couloirs de la route historique de la soie, empruntée par les commerçants, et une voie de transit vers l'Inde. Les territoires de l'Azerbaïdjan représentaient un grand intérêt pour le développement du commerce international. Il disposait également de richesses naturelles considérables, comme le pétrole, la soie, le sel, etc. Et il hébergeait de grands centres commerciaux. Certaines villes d'Azerbaïdjan accueillaient des foires permettant aux marchands de différents pays d'y exercer leurs activités commerciales. La lutte armée entre les grandes puissances sur la possession de la région comportait également un aspect économique indéniable. Tous ces empires aspiraient à conquérir les territoires de l'Azerbaïdjan et à s'enrichir grâce à ces villes riches. Il était la principale artère ou le pivot géopolitique de la région. Sans la maîtrise de l'Azerbaïdjan, aucun souverain n'était en mesure d'instaurer durablement son autorité et de conquérir de vastes territoires. Il était un centre politique et économique, la force productive de nombreux États. Ce qui explique pourquoi certains États azerbaïdjanais ont été amenés par la force des choses à établir de véritables empires. La formation d'un État-nation a été rendue possible dès la deuxième partie du XVIIIe siècle, lorsque les Azerbaïdjanais, bien que divisés en khanats, principautés souverains, prirent en main leur propre destin. Malgré les tentatives de certains khanats, sûrs de leur puissance, d'élargir leur autorité à l'ensemble du territoire d'Azerbaïdjan, ils n'ont jamais pu mener à terme cette ambition. L'union était possible, soit par l'alliance volontaire entre ces khanats, soit par une action unilatérale de celui qui était le plus puissant et imposait sa loi. Cependant, le nombre élevé de khanats, une vingtaine, rendait difficile la recherche d'un compromis et les petites alliances avaient plutôt pour objectif de neutraliser celui qui apparaissait trop menaçant. Chacun se préoccupait de maintenir son autorité souveraine, et d'éviter la perturbation de l'équilibre des forces, ce qui n'était pas de nature à favoriser la réalisation de l'unité politique du pays. La conquête des uns était perçue immédiatement par les autres comme une menace, et déclenchait la formation de coalitions rivales. Selon certains chercheurs, cette situation est comparable à celle qui prévalait en Grèce lors de la guerre du Péloponnèse. C'est dans ce contexte que la Russie tsariste engagea sa mission militaire dans le Caucase du Sud, et fit entrer la région au sein de son empire. À la suite de quoi, les khanats d'Azerbaïdjan perdirent leur souveraineté politique et les territoires de l'Azerbaïdjan furent partagés entre la Russie et l'Iran. Divisé et soumis aux puissances voisines, le peuple azerbaïdjanais subit alors une longue période de domination et de discrimination jusqu'à son indépendance, la première fois après la chute de l'Empire russe en 1918 et la deuxième fois après la dissolution de l'URSS en 1991. Ce fut le début d'une nouvelle période dans la vie du peuple azerbaïdjanais, malgré la multiplication des risques et des menaces et les incertitudes relatives à la nouvelle configuration régionale, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. L'accession à l'indépendance des nouveaux États indépendants, issus de l'URSS, ne se fit pas sans de sérieuses difficultés. L'Azerbaïdjan eut à faire face à la chute du niveau de vie de sa population, à l'asphyxie du système économique avec un taux d'inflation très élevé, à l'agression arménienne et à une instabilité politique intérieure. La démocratie s'est rapidement transformée en une anarchie, menaçant la construction étatique de la jeune république.
Les difficultés étaient nombreuses du fait des convoitises internationales sur ces abondantes ressources énergétiques, de la guerre avec l'Arménie, des agitations conduites par certains groupes dans les régions habitées par les minorités et de l'environnement régional sensible. La présence des ressources énergétiques dans le sous-sol du secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne était un avantage indiscutable, procurant au pays un potentiel de ressources financières nécessaires pour engager les réformes politiques, économiques, et assurer l'indépendance réelle du pays. Il faut rappeler que l'Azerbaïdjan, riche en ressources énergétiques, produisait au début du XXe siècle la moitié de la production mondiale du pétrole. Si à cette période, les principaux gisements étaient situés dans la péninsule d'Abchéron, la majeure partie de la production actuelle vient de la mer. Bien que l'Azerbaïdjan soit un ancien producteur du pétrole, les dernières découvertes, Shah Deniz, Humide, Abchéron, démontrent qu'il regorge aussi de champs producteurs de gaz. Il reçoit de nombreuses demandes d'achat des pays d'Europe et d'Asie, mais il cherche à diversifier à la fois ses acheteurs et ses voies d'acheminement. Devenu un hub énergétique régional, il joue un rôle crucial dans la stratégie de diversification des sources d'approvisionnement de l'Europe et dans la réalisation du projet européen du Corridor Sud. Mais cette richesse suscite également la convoitise des grandes puissances. Elle intensifie les rivalités et elle devient aussi à court terme un facteur de déstabilisation de la région. L'Azerbaïdjan fait toujours face à une guerre non déclarée de la part de l'Arménie voisine, dont l'enjeu est la prise de contrôle d'une partie de ses territoires. Considérée comme une crise intérieure soviétique entre 1988 à 1991, elle est devenue une véritable guerre interétatique avec l'accession à l'indépendance de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, et les affrontements des armées régulières. Elle a pris un caractère plus intense en raison du rôle ambigu de la Russie, et de l'indifférence de la communauté internationale face à un acte d'agression contre l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. À la suite de quoi, 20% des territoires de l'Azerbaïdjan sont toujours occupés par l'armée arménienne, avec pour conséquence l'existence de plus d'1 million de réfugiés azerbaïdjanais qui attendent toujours de revenir dans leur foyer. Les tentatives du groupe de Minsk, créé en mars 1992, pour trouver une solution politique au conflit ne sont toujours pas concluantes. La volonté de l'Arménie d'obtenir à son profit l'annexion de la province azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, ou l'indépendance de cette province, ou, faute de quoi, de faire perdurer le statu quo et les intérêts géopolitiques diamétralement opposés des grandes puissances, démontre à l'évidence que l'environnement géopolitique n'est pas du tout favorable à la stabilisation de la situation dans la région et à la recherche d'une paix de compromis entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est aussi un pays multiethnique qui héberge plusieurs groupes minoritaires. Selon le dernier recensement de la population de 2009, on y trouve des Lezghis 2%, des Arméniens 1,3%, des Russes 1,3%, des Taliches 1,3%, des Avars 0,6% et d'autres 1,9%. L'Azerbaïdjan est une terre d'accueil, offrant autrefois sa protection à des individus appartenant à différentes nationalités et fuyant les persécutions. Il a une longue tradition d'hospitalité et de tolérance, permettant aux membres des minorités de jouir de tous les droits garantis par les dispositions du droit européen et international. Cependant, le risque d'instrumentalisation de certains groupes minuscules, issus des minorités, par des pays voisins exige une grande prudence des autorités pour éviter la déstabilisation de la situation. La lutte d'influence entre les grandes puissances complique davantage la situation et aggrave l'instabilité dans la région. Si la stratégie globale du gouvernement des États-Unis d'Amérique est de maintenir la domination américaine sur le continent eurasien, celle de la Russie, consistant à éviter son recul stratégique du Caucase du Sud, fait l'unanimité entre les différents groupes politiques moscovites malgré quelques divergences conceptuelles. Les Russes ne veulent pas renoncer à cette région et à leur statut d'acteur principal et ils cherchent à se servir de différents moyens de pression, notamment les conflits armés, pour atteindre leur objectif. En ce qui concerne les autres puissances régionales, comme la Turquie et l'Iran, elles ne sont pas en mesure de rivaliser avec la Russie, mais elles disposent dans la région de nombreux appuis et elles peuvent influer sur l'évolution de la situation. Malgré ces difficultés, depuis l'arrivée au pouvoir de Heydar Aliyev en juin 1993,
l'Azerbaïdjan mène une politique étrangère multivectorielle pragmatique et prudente. Il est parvenu à rétablir la stabilité, à éliminer les menaces d'insurrection armée des groupes paramilitaires, à réaliser les réformes politico-économiques et à poursuivre le chemin de la démocratie. Dès lors, la construction étatique a pris une nouvelle ampleur en renforçant les bases d'un État fort. Les principaux objectifs de l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui sont le rétablissement de l'intégrité territoriale et la libération des terres occupées par l'Arménie, le renforcement de la tradition démocratique, l'intégration européenne et le développement de l'économie nationale. Malgré la rareté des informations sur certaines périodes de l'histoire de l'Azerbaïdjan, de nombreuses références en plusieurs langues nous ont permis d'enrichir cette recherche et de corriger certaines lacunes et interprétations erronées. Nous n'avons certainement pas eu les moyens de consulter toutes ces sources, mais l'histoire d'un pays se construit patiemment, pierre après pierre, note après note, document après document. Chaque nouvelle analyse historique, confrontée aux connaissances précédentes, apporte un nouvel éclairage sur les actions des hommes et une lecture plus précise des événements. L'Azerbaïdjan d'aujourd'hui se doit de comprendre ses racines en se réappropriant son histoire, remettant ainsi en cause les légendes et les mythes qui donnaient la part belle aux envahisseurs. Chapitre 1. Les premiers États sur les territoires de l'Azerbaïdjan. Il n'existe pas beaucoup d'informations concernant la période de l'Antiquité, mais l'emplacement stratégique de l'Azerbaïdjan, situé sur le carrefour de l'Eurasie, fait beaucoup parler de lui. Aucun auteur antique ne s'est spécialement intéressé aux structures étatiques de l'Azerbaïdjan, auxquelles il se réfère dans la description des conquêtes des grandes puissances. Les frontières de ces États étaient définies à l'intérieur des territoires de l'Azerbaïdjan, mais elles pesaient dans la formation des rapports des forces de l'époque, et jouaient un rôle important sur la destinée de la région. Il est intéressant de présenter succinctement le Mana, l'Atropatène et l'Albanie du Caucase. 1.1. Le royaume de Mana. Les écritures cunéiformes témoignent gênant de l'existence des anciens États sur les territoires de l'Azerbaïdjan et de leurs relations économiques et politiques avec la Mésopotamie. Arata est le premier État rappelé dans ces écritures. Il est situé sur les territoires du sud de l'Azerbaïdjan, au sud-est du lac d'Ourmia, durant la première partie du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Il s'agit de la première structure étatique qui a su garder son indépendance et entretenir des liens économiques étroits avec le pays de Sumer. Les relations entre les deux États se trouvent dans le récit légendaire Enmerkar et le seigneur d'Arata, selon lequel le roi Enmerkar demande au seigneur d'Arata la soumission et l'envoi d'un tribut pour la construction d'un temple. Un refus lui fut alors opposé. La suite des événements n'est pas développée dans les chroniques anciennes. Après la chute d'Arata, les États de Lulu et de Kuty, vivant essentiellement de l'élevage, apparurent dans la deuxième partie du IIIe millénaire av. JC avant de disparaître à leur tour. Le morcellement des unions tribales donna naissance à plusieurs petits royaumes. Les Hurrians instaurèrent vers le milieu du deuxième millénaire av. JC, l'État de Mitanni qui pourrait être à l'origine de l'appellation du bassin du lac Ourmia, dénommé Matiana ou Matiané dans les sources de l'époque. Mais au début du premier millénaire av. JC, il était déjà sans doute suffisamment affaibli pour ne plus constituer une force politique importante. Durant cette période, plusieurs alliances tribales apparurent sur les territoires du sud de l'Azerbaïdjan, mais aucune d'entre elles ne se trouva en mesure d'imposer son autorité. Chacune combattait les Assyriens de manière séparée, lesquels prirent le contrôle d'une partie de leur territoire. Ces petites unions tribales ne parvinrent pas à repousser les attaques des Assyriens entrés dans une nouvelle phase de leur puissance. Mais il a fallu attendre le IXe siècle av. JC pour observer l'apparition d'un nouveau royaume, appelé Mana, mais aussi Manet, grâce à l'union de plusieurs formations politico-ethniques. Son nom est cité comme Muna, ou pays des Manéens pour la première fois en 843 av. JC, dans les écritures cunéiformes des Assyriens. Sa position géographique était localisée dans le bassin du lac d'Ourmia et sa population était composée de plusieurs groupes ethniques, tels que Hurrians, Lulus, Kuty, Turuki et Kassites. Les Hurrians, l'ethnie dominante de Mana, étaient en alliance tribale avec les Lulus et assuraient l'unité et la continuité de l'État.
Sur la base des recherches archéologiques entreprises dans la cité de Khasanlou, les chercheurs arrivent à la conclusion, selon laquelle la composition ethnique de la population de ces territoires était stable et un lien de continuité entre les différentes périodes culturelles était observé. Les découvertes à Khasanlou, notamment les constructions et les productions artisanales, témoignent aussi du développement économique et culturel des territoires du Mana. Face aux attaques récurrentes des voisins, les Manéens préféraient construire des cités entourées de remparts et situées sur les hauteurs, pour renforcer stratégiquement la capacité de leur résistance. Il s'agissait de véritables fortifications, susceptibles de sécuriser le sommet des hauteurs. Cependant, elles n'étaient pas toutes habitées par des résidents, ce qui revient à confirmer la thèse selon laquelle certaines forteresses avaient pour mission de protéger les routes et permettre aux habitants de trouver un refuge en cas de menace de guerre. La capitale de Mana était la cité d'Izirtu, construite selon cette logique, même si sa location géographique fait l'objet de nombreuses discussions parmi les chercheurs. Les souverains manéens instaurèrent leur autorité sur tous les territoires du sud de l'Azerbaïdjan. Sur la base des découvertes archéologiques au Nakhitchevan, les chercheurs n'excluent pas qu'ils avaient pris certains territoires au nord de la rivière Arax au moment de la montée en force de leur puissance. Pendant certaines périodes, leur possession s'étendait même sur de larges territoires au-delà de l'Azerbaïdjan. Ils se trouvaient donc à la tête d'un pays qui était devenu un acteur régional important de son temps. Cependant, le royaume de Mana semblait plutôt préoccupé par la réalisation de campagnes militaires en provenance des royaumes voisins d'Assyrie et d'Urartu. Il avait fait l'objet de nombreuses attaques causant dans certains cas de grandes dévastations comme l'illustre la chronique assyrienne, 829 AV. JC de Salmanazar III, 859 à 824 AV. JC selon laquelle les armées assyriennes avaient envahi, pillé le pays, en emmenant les troupeaux de bétail et les objets de valeur, et brûlé les villes. Le royaume eut également à faire face aux campagnes militaires fréquentes des Urartus, qui causèrent des dégâts matériels et pertes humaines considérables et qui tentèrent de conquérir dans les années 770 AV. JC la province de Bushtu au sud du lac d'Urmia. Malgré un tel environnement hostile, le Mana trouva la force de protéger ses frontières et maintenir son existence souveraine. Il atteignit le sommet de sa puissance sous le règne d'Iranzu, 740 à 719, AV. JC et de ses successeurs. Iranzu profita de la guerre entre les Assyriens et les Urartus pour reprendre ses territoires perdus. Il instaura un nouveau système d'administration en procédant à la nomination de ses hommes à la tête des provinces, en vue de lutter contre les forces centrifuges. Sur le plan de la politique extérieure, il maintint l'alliance avec la Syrie, un choix qui sera suivi par son fils aîné Asa, 718 à 716 AV. JC. Une telle alliance permettait d'assurer la défense du pays et de neutraliser la menace de l'Urartu, mais elle ne faisait pas l'unanimité parmi l'élite politico-militaire, ce qui donna une nouvelle impulsion aux luttes internes, conduisant le pays au bord de la désintégration. Dans un tel contexte, les rivaux de la ligne politique centrale, parmi lesquels figuraient les noms des gouverneurs de certaines régions, tentèrent de se séparer de l'État central. Dans ce but, ils s'allièrent avec l'Urartu et ils s'insurgèrent contre leur souverain Asa qui sera tué au bout de 2 ans de règne. Son frère Ulusunu, 716 à 680 AV. JC, lui succéda et effectua un rapprochement avec l'Urartu. Le renversement d'Asa, l'influence d'une partie de l'élite dirigeante, mais aussi le soutien du souverain de l'Urartu à son accession au pouvoir furent sans doute des éléments à prendre en compte dans la révision du choix traditionnel des alliances. Cependant, les Assyriens craignaient l'affaiblissement de leur position dans la région et ils engagèrent une nouvelle campagne militaire, avec pour objectif de punir les insurgés qui avaient tué le roi Asa et de renouveler leur alliance. En 716 AV. JC, le roi assyrien Sargon II, 722 à 705 AV. JC marcha à la tête d'une armée sur le royaume de Mana et prit plusieurs villes, dont la capitale Izurtu. Après avoir décapité le camp des insurgés et vaincu les armées régulières, il aurait pu mettre fin à l'existence de l'État manéen, mais il se contenta de recevoir des tribus et il maintint Ulusunu au pouvoir. Un an plus tard, les troupes d'Assyrie et de Mana mirent en déroute les Urartus. Un traité signé entre les deux souverains manéens et assyriens
officialisa leur nouvelle alliance. En 714 av. J.C., lors d'une nouvelle campagne, Sargon II revint encore au Mana pour réprimer les forces centrifuges, contestataires de la politique pro-assyrienne, et priver l'Urartu de ses appuis. Les rois manéens respectèrent généralement leur alliance qui n'était toutefois pas fondée sur l'égalité en droit des deux entités souveraines, mais qui leur assurait l'autonomie de la gestion d'affaires intérieures. Et ils tentaient de temps à autre d'inverser les rapports de force, afin de renforcer leur indépendance. Après 713 av. J.C., ils cessèrent de payer les tributs et reprirent même certains territoires aux Assyriens. Ce fut aussi le cas lors du règne d'Aksheri, 675 à 650 av. J.C., qui bénéficia du soutien des tribus Skites et Kimmers installées dans la région, notamment dans les territoires du Mana. Mais il fut incapable d'assurer longtemps sa supériorité militaire, et il subit une défaite écrasante en 650 av. J.C. face aux troupes assyriennes qui mirent à sac certaines provinces et villes du Mana. Tué lors d'une insurrection populaire, son fils Vali lui succéda 650 à 630 av. J.C. Celui-ci paya les tributs exigés par les Assyriens et stabilisa les relations entre les deux pays. Certaines provinces du Mana étaient frontalières avec les Mèdes qui se renforcèrent par une alliance tribale, dans le contexte de la lutte contre les campagnes régulières des Assyriens, et parvinrent à créer leur État. Ils négocièrent une alliance avec Babylone et au terme d'une longue guerre, engagée dès 616 av. J.C., ils mirent en déroute les Assyriens lesquels auraient cherché le soutien des Manéens. Intégré à la Médie, le royaume de Mana disparaîtra définitivement en 593 avant Jésus-Christ. Cette date coïncide également avec la disparition du Mana des chroniques antiques. 1.2. L'Atropathéna. Le royaume d'Atropathéna était situé sur les territoires actuels du sud de l'Azerbaïdjan entre l'Albanie du Caucase et la Grande Médie. Strabon souligne que la Médie était divisée en deux parties, la Grande Médie et la Médie atropatène. Il assimile à la première les principaux territoires des Mèdes, y compris la capitale Ecbatane, une véritable forteresse imprenable, entourée de solides murailles, et à la deuxième les territoires de l'Atropatène. C'est l'apparition d'un nouvel État souverain, riche et puissant, situé sur les territoires de l'Azerbaïdjan après la disparition du royaume de Mana. Il est peuplé par les tribus, parmi lesquelles on peut citer les Mardes, les Caspiens, les Cadouciens et les Mathiens. Certains chercheurs soulignent que la population de l'Atropathéna n'avait pas subi de processus d'assimilation, les tribus turcophones et iranophones cohabitant sur une longue période. Ils rapportent en même temps la concentration et l'intégration des tribus mèdes sur les territoires de l'Atropathéna. La composition ethnique de la population de l'Atropathéna prit progressivement un caractère plus homogène, grâce au processus d'intégration des tribus locales au sein d'un nouvel État, fort de son unité politique et économique, ce qui a contribué à la formation d'une nouvelle identité atropatène azerbaïdjanaise et d'un nouvel ethnos au début de notre ère. Le terme atropatien sera aussi utilisé pour désigner une ethnie, celle des habitants du pays qui partagent en outre une même langue. Les avis des chercheurs divergent sur l'origine du nom du pays. Pour certains, l'Atropathéna est le nom géographique d'une zone territoriale qui est indiquée comme Andir Pasianou dans les écritures cunéiformes du 8-7e siècle av. J.C. La différence serait liée à la formation et à l'écriture de ces noms dans différentes langues. D'autres soulignent qu'Atropatène est un ancien nom utilisé en langue persane, et sa signification indiquerait celui qui protège le feu. Il serait plutôt un titre religieux que portait le satrape. L'idée majoritairement admise est qu'une telle appellation de la province provient du nom du gouverneur, satrape, de la province à la fin du règne des Achéménides. Selon Strabon, le pays doit son nom au satrape Atropatès, lequel avait su empêcher que cette province jusque-là dépendante de la Grande Médie ne tombât comme le reste du pays au pouvoir des Macédoniens. Polybe souligne aussi que ce royaume s'était conservé depuis les Perses, mais il avait été négligé du temps d'Alexandre. Après la mort d'Alexandre le Grand, le satrape Atropatène, proclamé roi, érige la province en un État indépendant dirigé par sa dynastie. Malgré la différence de ces hypothèses,
Les auteurs conviennent de constater qu'Atropatène était un homme si célèbre qu'il a donné son nom à son pays et que l'Atropatène, ou le pays d'Atropatène, était une entité distincte de la Médie du point de vue ethnique et culturel. Le nom d'Atropatène, avec ses transformations ultérieures en persan Adur-Badagan et en langue mède Atrapatakan, peut être considéré comme la première expression du toponyme d'Azerbaïdjan. Atropatène, ou Atropatès, était le dernier satrape des territoires du sud de l'Azerbaïdjan sous les Achéménides. À ce titre, il avait participé aux côtés de Darius III à la bataille de Gaugamel en 331 av. JC contre les armées d'Alexandre le Grand et se trouvait à la tête des unités armées des Mèdes, des Albanais du Caucase, des Sacéciniens, des Cadusiens. Mais après la victoire des Macédoniens, il se rapprocha d'Alexandre le Grand et obtint sa nomination en 328 av. JC à son ancienne position de satrape. Il parvint à nouer une véritable alliance avec Alexandre, en s'opposant à la tentative sécessionniste de Bariax qui s'était déclarée en 324 av. JC, roi des Perses et des Mèdes, en normalisant ses relations avec les Macédoniens et en offrant sa fille comme épouse du général macédonien Perdiccas. Malgré la méfiance initiale d'Alexandre, il devint un allié fidèle. Il aurait aussi offert à Alexandre 100 Amazones équipées en cavaliers. Après la mort d'Alexandre le Grand, il devint le souverain d'un État fort, conduisant une politique indépendante et se tenant à l'écart des guerres des Diadoques. Il instaura un pouvoir héréditaire. Les territoires de l'Atropatène comprenaient les provinces du sud de l'Azerbaïdjan, mais l'influence du souverain s'est étendue, durant certaines périodes, sur les provinces voisines. Selon Polybe, ce pays partageait les frontières de la Médie et des côtes de la mer Caspienne et il s'étendait jusqu'à l'Asie mineure. Sa capitale était la ville de Gazaka mais aussi en hiver, la ville de Vera ou plus probablement celle de Fraata. Il faut rappeler que Gazaka hébergeait un des principaux temples sacrés du zoroastrisme, religion monothéiste, qui s'étendit sur les territoires de l'Atropatène. Ce n'est pas par hasard que l'Atropatène joua, sous le règne des Sassanides, un rôle important en tant que centre spirituel. Avant le couronnement, les princes héritiers sassanides s'y rendaient en pèlerinage pour admirer le feu. Mais lors de la prise de la ville de Gazaka par les Byzantins en 623 après Jésus-Christ, le temple fut détruit. Bien qu'il y ait peu d'informations, les historiens établirent que les successeurs d'Atropatène auraient probablement maintenu leur indépendance, même s'ils ont été réduits pour un temps au rang de vassals de l'Empire séleucide. Polybe raconte que le souverain séleucide Antiochos III, 223 à 187, déterminé à monter une campagne militaire contre ses voisins, commença par Artabazan, qui lui paraissait le plus à craindre et le plus entreprenant, et qui avait sous sa domination les Atropatiens et les autres nations. Mais Artabazan était vieux, et il jugea nécessaire d'éviter l'épreuve des forces. Il accepta donc en 220 av. JC les conditions d'un traité qui le placerait sous la tutelle des Séleucides. Toutefois, cette dépendance fut de courte durée, du fait de la désintégration de l'Empire séleucide après la défaite face à l'Empire romain en 190 avant Jésus-Christ. Dans un tel contexte, l'Atropatène regagna son indépendance mais il eut à faire face à la montée en puissance de nouveaux empires sur les territoires voisins. Les souverains successifs de l'Atropatène tentèrent de conserver de bonnes relations avec leurs voisins, mais aussi de maintenir l'équilibre des forces entre les Parthes et les Romains. Ils étaient généralement favorables à un rapprochement traditionnel avec la Parthie. Une telle politique était compatible avec le renforcement de la sécurité et de la souveraineté du royaume, et d'assurer une gestion autonome des affaires intérieures. Mais dans certains cas, ils optèrent pour une alliance avec les Romains en vue de se protéger des Parthes, un voisin devenu trop envahissant. Situé entre les deux empires, le royaume était en première ligne et devenait souvent le théâtre des opérations militaires entre ces deux empires rivaux. L'Atropatène disposait de forces armées suffisantes pour se protéger contre les menaces militaires. Selon Strabon, il pouvait mettre sur pied près de 10 000 cavaliers et de 40 000 fantassins. Même si sa puissance militaire était relativement moins importante par rapport à l'Albanie du Caucase, la puissance de son excellente cavalerie avait attiré l'attention de Polybe. Strabon relate que l'Atropatène était en mesure de défendre ses territoires
et de récupérer certaines provinces qui lui avaient été enlevées par les États voisins. Ce qui témoigne du fait que l'Atropatena ne menait pas une politique agressive, et orientait tous ses efforts militaires à la défense de ses provinces. Lorsque les légions romaines d'Antoine montèrent une campagne militaire contre les Parthes en 36 av. J.C., elles traversèrent la rivière Araxe et entrèrent dans les territoires de l'Atropatena. Selon Plutarque, elles ravagèrent le pays, mais rencontrèrent une résistance acharnée devant la ville de Phraata. Les défenseurs s'étaient approvisionnés en denrées nécessaires, et s'étaient préparés à une longue défense de la ville. En l'absence de machines de siège qu'il avait laissées en arrière, sous la protection d'un détachement romain de 10 000 hommes en vue d'accélérer la marche de son armée, Antoine ne parviendra pas à briser la résistance des défenseurs courageux. Parthes vainquit le détachement romain et détruisit toutes les machines de siège. Après cette défaite, les armées d'Antoine souffrirent de famine, du froid de l'hiver et elles se retirèrent des territoires d'Atropatena. Cette erreur stratégique conduisit à un constat d'échec. Cependant, la détérioration des relations avec le roi des Parthes conduisit le roi Artavase Ier d'Atropatena à changer d'alliance et à opérer un rapprochement avec Antoine, une première dans l'histoire de l'Atropatena. Une nouvelle amitié s'instaura entre les deux hommes qui s'engagèrent à marier leurs enfants, lorsqu'ils seront grands, pour transformer ce lien d'amitié en un lien de parenté. Artavase Ier accepta également de participer à la guerre contre César. Cette ligne politique ne pourra cependant pas jeter les bases d'une nouvelle alliance durable. Les représentants de la dynastie atropatène, qui régnait aussi pour un temps sur l'Arménie, tentèrent de maintenir des relations plutôt amicales avec les Romains jusqu'à ce qu'une branche de la dynastie archakide, Arsacide, qui détenait aussi la couronne des Parthes, s'installa dans les années 20 après Jésus-Christ, à la tête de l'Atropatena. Désormais, l'alliance avec les Parthes se renforça naturellement. L'Atropatena maintint son existence souveraine jusqu'à l'accession au pouvoir de la dynastie des Sassanides en Iran, durant la première partie du IIIe siècle. 1.3. Le royaume de l'Albanie du Caucase. L'Albanie du Caucase était la première structure étatique mise en place sur les territoires actuels de la République d'Azerbaïdjan. Elle était située entre la mer Caspienne et l'Ibérie, la Géorgie, et s'étendait de la chaîne du Caucase au nord jusqu'à l'Araxe au sud. La rivière Koura passait à travers l'Albanie, ce qui est attesté par les travaux des historiens selon lesquels les territoires entre la Koura et l'Araxe, notamment le Haut-Karabakh actuel, dénommé Artsakh, faisaient partie de l'Albanie. C'était une union de 26 tribus, qui avait réussi malgré de grandes différences, à former un royaume qui jouera un rôle important dans la région. Les premières informations écrites concernant l'Albanie remontent au IVe siècle av. J.C. et sont fournies par l'historien romain Arrien dans le contexte de la bataille de Gaugamel. Mais l'on ne sait rien sur l'éventuelle propagation de l'influence de l'Empire achéménide sur l'Albanie, laquelle aurait établi des liens d'alliance avec les satrapes de la Médie pour assurer sa sécurité. Ce lien peut sans doute expliquer la participation des militaires albanais sous le commandement de l'Atropatène contre Alexandre le Grand. L'Albanie pourrait être considérée déjà à cette époque comme une entité politique autonome. L'émission des pièces d'argent en Albanie au IIIe siècle av. J.C. est sans doute un signe d'unité politique, d'indépendance et de puissance, ainsi que du développement de relations économico-commerciales et d'artisanat. Elle a maintenu son existence souveraine du IIIe siècle av. J.C. jusqu'au 8e siècle sous le règne de la dynastie des Arans, des Archakides, Arsacides et des Micranides. Malgré une orientation parfois pro-iranienne ou pro-romaine, elle a toujours cherché à conserver son unité politique et territoriale. Selon Strabon, les Albanais étaient capables de mettre en place, en cas de besoin, une armée de 60 000 fantassins et de 12 000 cavaliers. C'est avec ces forces militaires que Groï, roi albanais, avait affronté l'armée romaine de Pompée en 65 av. J.C. il y a eu 2 grandes batailles. Selon Plutarque, après une première bataille, au cours de laquelle les Albanais furent repoussés, les 2 parties acceptèrent les conditions d'un traité qui sera néanmoins de courte durée. Peu après, les Albanais s'engagèrent dans une nouvelle épreuve de force avec les 60 000 fantassins et 12 000 cavaliers commandés par Causis, le frère du roi, mais ils subirent une deuxième défaite.
Plutarque témoigne de la participation des mythiques Amazones dans les combats aux côtés des Albanais. Le roi Groï se retira dans les montagnes avec le reste de son armée pour sans doute continuer la lutte, mais Pompée parvint à un accord avec lui. Le général romain renonça à progresser dans les terres albanaises. Une nouvelle tentative pour reprendre le contrôle de l'Albanie fut engagée par l'empereur Néron 54 à 68, en 68, mais sa mort l'empêcha de réaliser cet objectif. Ses légionnaires avaient cependant atteint la péninsule d'Abchéron, l'écriture en latin découverte à Gobustan en apportant une preuve. L'Albanie n'entra pas dans la sphère d'influence des Romains avec lesquels elle noua des liens d'amitié, mais elle s'allia avec les Parthes et les Sassanides. L'auteur albanais du livre des Histoires de l'Albanie, Moïse Kalankatuglu, souligne que le roi Vologès Ier 51 à 78, du royaume de Parthe installa son autorité sur les tribus du Caucase et nomma Haran pour gouverner ces tribus. Celui-ci reçut en héritage toutes les plaines et montagnes de l'Albanie allant de l'Araxe jusqu'aux frontières de l'Ibérie. Mais au début du IIIe siècle, la dynastie des Archakides monta sur le trône en Albanie. Son premier représentant Vatchagan Ier, 215 à 255, devint maître de toutes les provinces albanaises. Dans les années 260 après Jésus-Christ, le souverain albanais Vatché Ier 255 à 262 tenta de renforcer son alliance avec les Romains avant d'accepter la tutelle des Sassanides. Cette ligne politique fut corrigée à partir des années 270, au moment où l'Albanie mena de nouveau une politique indépendante et plutôt pro-romaine. Ceci peut s'expliquer par son souci de trouver un équilibre entre les grandes puissances, mais l'évolution de la situation démontra in fine que les rois albanais étaient revenus à leur politique traditionnelle en rétablissant leur alliance avec les Sassanides. Cependant, cette alliance n'a pas empêché la reconversion progressive des Albanais au christianisme entre les 1er et 4e siècles. Le processus a été accéléré par l'adoption du christianisme comme religion d'État sous le roi Ournaïr, 313 à 371, en 313 et par la fondation de la première église à Kish, près de Chéki, et baptisée « la mère de toutes les églises orientales ». Il s'agit donc d'une des plus anciennes églises du Caucase. Les premiers catholicos albanais étaient nommés par Jérusalem, avant d'être élus par les évêques albanais eux-mêmes. Les rois sassanides s'efforcèrent néanmoins d'empêcher la propagation du christianisme et de renforcer l'influence du zoroastrisme, car les chrétiens étaient jugés proches de leurs adversaires romains byzantins. Malgré cette pression, les souverains albanais parvinrent à préserver leur foi. Moïse Kalankatuglu souligne qu'à la fin du 5e siècle, le roi albanais Vatchagan III, 487 à 510, renforça la position et l'influence de l'Église en lui fournissant des moyens d'action. La rédaction d'un code de loi, lors du Grand Concile à Aquène, convoqué le 26 janvier 488, eut pour objectif principal de renforcer l'indépendance de l'Église et de régir les rapports entre l'État et les classes sociales. Les Albanais se souciaient de leur unité territoriale et politique, ainsi que de l'autonomie de leurs affaires intérieures, mais ils souffrirent parfois d'une dépendance politique. Par 2 fois, le pays fut directement rattaché à l'autorité des Sassanides. La première fois, après l'abdication du roi albanais Vatché II 440 à 463, en 463, jusqu'à ce que 24 ans plus tard, il eut un successeur, un représentant de la même dynastie. La seconde fois, en 510, l'instauration de l'administration directe du Marzban gouverneur conduisit à la disparition de la dynastie des Archakides. Après l'accession au pouvoir de la dynastie des Micranides, et malgré la situation de vassalité à l'égard des Sassanides, les princes albanais parvinrent en peu de temps à rétablir la puissance de leur royaume et dès 630, ils déplacèrent la capitale à Barda dans la province d'Uti. Cette période est caractérisée par une grande incertitude en raison de la fragilité de l'équilibre des forces et de l'apparition d'une nouvelle puissance arabe. Pendant cette année, le prince albanais Javanchir, 637 à 680, s'était battu aux côtés des Perses contre les Arabes. Mais lorsqu'il eut compris qu'il n'y avait plus d'espoir, il se retira avec son armée en Albanie. Après son retour, Javanchir chercha des alliances pour se protéger et dans cette perspective, il se rapprocha de Byzance et il fut reconnu par l'empereur Constant II Héraclius, 641 à 668, comme roi de l'Est.
Javanchir avait alors la possession de toutes les provinces albanaises, car selon Moïse Kalankatuglu, il dirigeait un pays allant de l'Ibérie jusqu'à Tchola, près de la mer Caspienne, et de Tchola jusqu'à la rivière Arax. À cette période, il résista également à l'invasion des Khazars avec lesquels il signa un traité de paix. En même temps, vu l'affaiblissement de Byzance, il s'interrogea sérieusement sur l'avenir de son pays et jugea plus rationnel de négocier avec le calife. Il se rendit en 667 pour la première fois à Damas, et accepta de se placer sous la protection du calife et de payer une contribution financière. En contrepartie, il continua de diriger son pays de manière indépendante. Il obtint la reconnaissance de la libre pratique de la religion chrétienne et le maintien du statut de la dynastie albanaise des Micranides. Il bénéficiait en outre d'une extraordinaire popularité auprès des Arabes grâce à ses exploits héroïques dans les combats. Les talents diplomatiques et stratégiques de Javanchir prolongèrent le règne de sa dynastie et permirent la normalisation des relations avec les Arabes, les Byzantins et les Khazars. Il fut également invité par le calife à jouer un rôle de médiateur dans les négociations avec Byzance. Son successeur, Varat Arda, fut reconnu par le calife Yazid Ier, 680 à 683, comme le gouverneur des provinces orientales, le roi de l'Albanie et de l'Utie. Il tenta de maintenir ses relations amicales avec les trois puissances voisines, arabes, byzantins et aux Khazars, mais finit par se rallier au califat, malgré le mécontentement de l'empereur byzantin. Ses militaires se rangèrent aussi aux côtés des Arabes dans leur lutte contre les Khazars. Il sera le dernier souverain albanais. L'invasion de la région par les Arabes mettra fin, au début du 8e siècle, au royaume d'Albanie. Chapitre 2. La conquête de l'Azerbaïdjan par les Arabes. L'intérêt des Arabes à l'Azerbaïdjan s'explique sans doute par leur volonté de conquête, mais aussi par la position stratégique de ce pays qui représentait un enjeu majeur pour la sécurité des territoires placés sous l'administration du calife. 2.1. Le succès militaire et, malgré les convoitises des Byzantins et des Khazars, une influence incontestée. Après la conversion des habitants de la péninsule d'Arabie, les dirigeants de la nouvelle puissance ecclésiastique, appelés califes, les successeurs, se donnèrent comme objectif de propager la nouvelle religion musulmane au-delà des limites de leur territoire. L'utilisation de la force au service de la religion les conduisit inexorablement à la conquête des territoires voisins, ce qui signifiait aussi une source d'enrichissement incitant les combattants à poursuivre leurs aventures militaires. Selon l'historienne Neila Velikani, les conditions étaient donc propices au sein de la société arabe aux conquêtes militaires. Dans cette optique, les échos des premières victoires annoncèrent le début d'une nouvelle ère et poussèrent tous les Arabes à œuvrer pour la réalisation du but commun sur fond d'intérêts privés. Les troupes arabes franchirent les frontières et en 633, ils s'attaquèrent aux Sassanides, mettant fin à leur règne pluriséculaire au bout de 20 ans. Elles atteignirent bientôt les confins du sud de l'Azerbaïdjan et parvinrent peu à peu à prendre le contrôle de ces villes et de ces provinces. Le gouverneur des territoires de l'Atropathéna fut le premier à faire face aux offensives des armées arabes. Il tenta de résister, avant de subir une défaite et de signer un traité en vertu duquel il se plaçait sous la protection des Arabes. À cette époque, l'Atropathéna, dirigé par un Marzban sassanide, avait déjà perdu son existence souveraine, mais l'Albanie avait encore su maintenir son unité politique sous la direction de Javanchir, de la dynastie des Micranides, bien qu'elle soit située paradoxalement sous la dépendance politique des Sassanides. L'armée arabe progressa ensuite rapidement vers les territoires du nord de l'Azerbaïdjan. Une des premières décisions du calife Omar Ier, 634 à 644, fut la prise de Derbe pour assurer la protection de ses conquêtes face aux offensives des Khazars. Lorsque les Arabes arrivèrent dans la province de Shirvan, le gouverneur de la ville, qui n'était autre que le représentant de la dynastie des premiers Shirvanshahs, négocia une paix qu'il estimait juste en vue d'être exonéré des impôts de Jazier et de Karaj. Les Arabes signèrent des traités en vertu desquels les habitants devaient payer le Jazier et héberger, le cas échéant, les militaires musulmans. Ces traités ne cherchaient pas à modifier le statu quo des rapports sociétaux, mais ils stipulaient le paiement de taxes foncières par les propriétaires, sans porter par ailleurs atteinte à leurs droits et privilèges.
La première campagne militaire des Arabes en Azerbaïdjan, limitée à certains territoires littoraux de la Caspienne, fut suivie par de nouvelles offensives au cours des décennies suivantes pour réprimer les révoltes de la population et étendre leur autorité sur l'ensemble des territoires de l'Azerbaïdjan. Cependant, cette présence était fragile, notamment en raison des ambitions politiques des Khazars et des Byzantins dans le Caucase du Sud. En 685, les Arabes partageaient le Caucase en zone d'influence avec les Byzantins et ils tentaient de faire face à la puissance des Khazars avec lesquels les princes albanais menaient des négociations pour conclure une paix. Les Albanais payaient des tributs à ces trois puissances, une charge lourde favorisant son déclin. Son affaiblissement, puis sa disparition placeront ces territoires sous l'administration directe du gouverneur arabe, Amir ou Vali. L'Albanie sera désormais appelée Aran, terme qui sera ensuite progressivement utilisé pour désigner la province entre les rivières Arax et Koura. Les Arabes mirent en place dans le Caucase du Sud une nouvelle unité administrative, appelée parfois Azerbaïdjan et Erménie, qui sera dissoute au début du IXe siècle. La réunion de ces territoires en une seule unité administrative n'avait pas pour autant de signification politique ou géographique. Dans la lutte pour les territoires du Caucase du Sud, malgré le retrait d'une Byzance affaiblie, les Arabes devaient encore affronter les Khazars, une puissance rivale importante qui pesait dans les rapports des forces régionaux. La guerre entre ces deux empires dura tout au long du 8e siècle, au cours duquel les territoires de l'Azerbaïdjan furent occupés alternativement par les uns et les autres. Dans ce contexte, les Arabes renforcèrent la capacité de défense des villes, situées dans les zones stratégiques, et y placèrent des garnisons militaires dont les frais étaient assurés par la population locale. Il en était aussi pour la ville de Derbe qui constituait la porte d'entrée à l'Azerbaïdjan pour les conquérants, venus du nord. Les revenus de l'exploitation des sources de pétrole et de mines de sel de Bakou étaient destinés à financer les frais de la garnison militaire. Selon les témoins, l'extraction du pétrole était déjà à cette époque une activité lucrative. Le pétrole, stocké dans les dépôts de la ville de Derbe, était aussi utilisé comme une arme contre les offensives des Khazars. En 799, la dernière grande offensive des Khazars se termina par une victoire sur les Arabes, mais ils durent se retirer au bout de 70 jours et ne revinrent plus jamais. L'influence des Arabes put alors se renforcer dans la région. Il faut souligner que l'arrivée des Arabes fit disparaître peu à peu du langage l'utilisation du terme « Albanie », au profit du nom du pays dans son ensemble, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan. La formation du nom d'Azerbaïdjan vient de la transformation progressive du nom d'Atropatena. Le célèbre historien arabe Tabari écrivait au IXe siècle, dans sa chronique sur l'histoire des prophètes et des souverains, que le calife Omar Ier mettait l'accent, par un ordre écrit envoyé à son chef d'armée, sur la nécessité de l'occupation de l'Azerbaïdjan. Commentant cet ordre, Tabari relatait que le nom d'Azerbaïdjan, Azer voulant dire feu, signifiait le pays des feux, en lien avec la permanence du feu sur son territoire grâce à la remontée en surface du gaz naturel, et le plus grand temple de feu des Zoroastriens qui s'y trouvait. Tabari ajoutait qu'à partir de la ville d'Hamadan, tout le territoire jusqu'à la ville de Derbe, au nord, y compris les villes de Zenjan et d'Ahar, s'appelait Azerbaïdjan et qu'il était un carrefour des voies de commerce. En ce qui concerne l'Albanie, appelée désormais Aran, ces territoires s'étendaient, selon les auteurs arabes, de Derbe jusqu'à la rivière Arax qui séparait l'Albanie de l'Atropatena. La région entre les rivières Arax et Koura, les provinces d'Artsakh, d'Uti et de Sunik, constituait une partie de l'Albanie qui couvrait les territoires de l'actuelle République d'Azerbaïdjan dont les principales villes étaient Gabala, Barda et Derbe. L'Albanie et l'Atropatena constituaient ensemble l'Azerbaïdjan. 2.2. Le processus de conversion des Azerbaïdjanais. L'attitude des Arabes à l'égard des religions de livre était tolérante, mais les adeptes du zoroastrisme, considérés comme une religion sans livre, faisaient l'objet de persécutions. La conversion des idolâtres, notamment des zoroastriens, était le principal objectif qu'ils voulaient atteindre par la voie de la persuasion et, le cas échéant, par la voie militaire. Si dans un premier temps, l'acceptation de la foi musulmane était confiée à la conscience de chacun, l'accession à une position politique confortable au début des années 30 du 7e siècle,
avait renforcé la conviction des conquérants de lutter de manière résolue contre le culte des objets. C'était aussi un moyen de consolider la nouvelle autorité centrale, dont les bases étaient encore fragiles. Les Arabes ne cherchèrent pas à convertir les chrétiens albanais par la force, même s'il existait des pressions politiques et fiscales. Les commandants arabes avaient l'ordre de signer des traités avec les gouverneurs des villes, et de permettre à la population locale de vivre sur sa terre selon sa foi religieuse. Mais à long terme, cette présence arabe eut des conséquences inévitables sur le destin des Albanais. Premièrement, la nouvelle puissance arabe se montrait favorable, à l'instar des Sassanides, à la doctrine monophysite, considérée comme un moyen de diminuer l'influence de Byzance, et elle se méfiait de la foi diophysite. Cependant, la tendance de l'Église albanaise vers la confession diophysite se renforça au cours du 7e siècle jusqu'à ce que la tentative du catholicos albanais Nerse Bakur, 689 à 704, fervent partisan du diophysisme, échoue à la suite de l'intervention du calife. Il fut en effet dénoncé par le catholicos arménien Elia, 703 à 717, qui prévint le calife par lettre que le catholicos albanais actuel, qui siège à Barda, a conclu un accord avec l'empereur de Byzance, dont il cite le nom dans ses prières et oblige le pays à suivre son exemple dans le culte religieux. L'armée arabe fut alors dépêchée en Albanie pour rétablir le monophysisme et destituer le catholicos albanais, remplacé par Siméon Ier. La politique arabe conditionna l'affaiblissement de l'autorité de l'Église albanaise, laquelle revint certes à la doctrine monophysite, mais fut aussi subordonnée du point de vue hiérarchique à l'Église monophysite arménienne et anti-chalcédonienne, soutenue inconditionnellement par les Arabes dans leur lutte idéologique contre les Byzantins. Malgré la disparition du royaume d'Albanie, l'unité confessionnelle se maintint jusqu'au XIXe siècle, au moment où la Russie impériale décida d'abolir, en 1836, l'institution de catholicos albanais et d'offrir tous ses biens à l'Église arménienne. Les églises albanaises subirent des dégâts matériels importants, elles furent abandonnées et leurs archives détruites par le clergé arménien en 1909 à 1910. Ce fut un coup dur pour l'une des premières et des plus anciennes églises de la chrétienté. Deuxièmement, l'instauration de l'administration directe du califat sur les territoires de l'Azerbaïdjan changea progressivement la donne en Albanie, laquelle, privée d'autorité politique centrale, fut sensible à la propagation de l'islam. Les habitants de confession chrétienne devaient payer le djaziye et le kharaj, des impôts qui étaient destinés à la caisse du califat. Seule l'Église chrétienne et les prêtres en étaient exonérés pour leur rôle d'utilité sociale. Dans un premier temps, les impôts n'étaient pas très élevés et les Arabes se souciaient du développement de la culture et de l'artisanat. Mais dans un deuxième temps, l'alourdissement progressif du système fiscal, notamment le principe d'imposition à toutes les terres, causa l'appauvrissement des paysans et des propriétaires. Les Arabes ne mirent en place aucune stratégie économique et leurs efforts, orientés vers la collecte des impôts, diminuaient la capacité des forces productives et poussaient la population à la famine. Les gens cherchaient du travail auprès des grands féodaux. Les habitants avaient le choix de se convertir à l'islam, de bénéficier de concessions avantageuses ou de payer les impôts. L'adhésion à la nouvelle religion dépendait de leur statut et de la position géographique de leur province. Si la classe riche était disposée à se convertir pour conserver ses privilèges et bénéficier de nouveaux avantages, les paysans cherchaient plutôt à se libérer de certains impôts. La conversion prit un caractère massif dans les plaines. Cependant, la population des régions montagneuses du Haut-Karabakh, du Chéki et du Shirvan, protégées par des reliefs naturels et moins exposées aux menaces extérieures, parvint à conserver sa foi chrétienne. C'est entre les 8e et 12e siècles que la majeure partie de la population albanaise se convertit à l'islam. 2.3. Le mouvement des Kouramides et la lutte armée de Babek. Malgré la disparition des structures étatiques, les Azerbaïdjanais résistèrent contre les autorités arabes en raison de la confiscation de leurs terres, de la spoliation de la population par les impôts et de la gestion arbitraire des provinces. Vers le milieu du 8e siècle, les émeutes éclatèrent dans plusieurs provinces d'Azerbaïdjan, pays qui devint ainsi le centre des mouvements de protestation contre la politique arabe. Les représentants de toutes les couches sociales participaient à ces mouvements, dirigés par les féodaux locaux,
mécontent d'être évincé des affaires de la province. Il est intéressant de rappeler plus particulièrement le mouvement des Khouramides, qui lutta pendant près de 60 ans contre l'autorité du calife et l'appropriation des terres par les Arabes. Il se distingua des autres par sa nature et par son extension géographique. Il atteignit le sommet de sa gloire sous la direction de Babek, 816 à 838, fils d'un paysan pauvre, obligé à la mort de celui-ci de travailler pour nourrir sa famille. Babek rejoignit le mouvement par hasard, à la suite d'une rencontre avec Javidan, propriétaire de la forteresse de Baz et chef de la communauté khouramide. Selon les historiens, Javidan avait plusieurs troupeaux de moutons qu'il vendait en hiver sur les marchés des villes voisines. Lors d'un de ses déplacements, il passa la nuit dans la famille de Babek et demanda à sa mère d'autoriser son fils à partir avec lui. Babek rejoignit ainsi la forteresse de Baz et adopta rapidement l'idéologie khouramide. Il devint l'adjoint et l'ami de Javidan. En 816, à la mort de celui-ci, il prit la tête de la communauté à l'âge de 18 ans. Il s'y révéla un homme de génie, un grand stratège militaire qui défia et mit en déroute les armées du califat. Ce fut aussi un homme politique qui tenta de libérer et de réunir l'Azerbaïdjan sous son drapeau. Sans entrer dans le détail de la doctrine du mouvement sur lequel les sources, notamment celles des auteurs arabes du Moyen-Âge comme Tabari, Ibn al-Asir ou encore les historiens azerbaïdjanais comme Ziya Bunyadov, Saïd Nafizi, abondent, il faut souligner que la philosophie du mouvement se résume en 2 mots: liberté et égalité. Ce qui démontre que les principales devises de la Révolution française de 1789 avaient été défendues près de 1000 ans plus tôt par ce mouvement, qui voyait l'origine de toutes les injustices dans les inégalités sociales et proposait la répartition des richesses entre les individus, la restitution des terres au peuple, la libération des paysans et des artisans. Les Khouramides portaient, pour la première fois dans l'histoire de la lutte contre les envahisseurs étrangers, le drapeau et les vêtements rouges comme symbole de liberté. Ils s'opposaient aussi à la propagation de l'islam et contestaient ses postulats. Pour eux, l'âme de l'homme était éternelle comme le monde. Ils croyaient aussi à la lutte perpétuelle entre le bien et le mal, laquelle devait finir par la victoire inexorable du bien. Les avis des historiens divergent quant à l'origine du terme de Khouramide. Il devrait son nom au village de Khouram, situé près de la ville d'Ardébil, point de départ des insurgés, appelé Khouramide. Il existerait un certain lien avec le mouvement de mazdakisme, fin du 5e siècle, plus particulièrement avec la femme de son fondateur, laquelle s'appelait Khouram. Elle aurait continué à propager l'idéologie mazdakite parmi ses partisans, c'est-à-dire les Khouramides. Cette thèse est défendue par de nombreux auteurs. Le recours au persan permettrait de trouver un lien entre sa signification de joyeux et le mode de vie des Khouramides. L'origine du terme remonterait au zoroastrisme, dont les Khouramides étaient les adeptes, et signifierait feu et soleil. Enfin, le terme Khouram serait utilisé pour désigner les partisans d'une nouvelle religion, apparue au IIe siècle. Sans remonter le fil de l'histoire pour en savoir plus, force est de constater que l'idéologie khouramide avait ses adeptes bien avant la propagation de l'islam. Sinon, il aurait été impossible de monter une armée solide, composée des dizaines de milliers de personnes en si peu de temps. Babek lutta pendant plus de 20 ans contre le califat et instaura son autorité sur l'ensemble de l'Azerbaïdjan, mais aussi sur d'autres régions avoisinantes. Le nord de l'Iran et l'actuelle République d'Azerbaïdjan étaient des territoires sur lesquels Babek régna et propagea sa confession. Lorsqu'il accéda à la tête du mouvement, ses partisans n'étaient pas nombreux. Il envoya donc ses émissaires dans toutes les régions de l'Azerbaïdjan et invita les jeunes à le rejoindre sur la base d'une cause commune, celle de la lutte de libération contre les Arabes. Peu de temps après, les représentants de toutes les couches de la société répondirent à son appel et des milliers de gens armés affluèrent vers la forteresse de Baz. La composition de son armée était variée. Il y avait des zoroastriens, des chrétiens et même des musulmans venus de milieux sociaux assez divers, paysans, citadins, artisans, petits et moyens propriétaires féodaux. Ce qui démontre que, d'une part, la lutte contre les envahisseurs étrangers faisait l'unanimité au sein de la population, et d'autre part qu'il y avait un changement dans l'attitude de Babek à l'égard des musulmans,
contre lesquels il s'était très fermement opposé au début de sa lutte. Selon les historiens, Babek forma une vraie armée, avec notamment 20 000 cavaliers. Ces chiffres peuvent même être revus à la hausse vu le nombre de ses partisans, au moins 300 000 hommes. L'observation stricte de la discipline militaire témoignait du bon état d'esprit et de la préparation physique de ses guerriers. Les premières années, la califat n'avait pas pris au sérieux le mouvement et ne croyait pas qu'il allait prendre une telle importance. Babek infligea de lourdes défaites aux armées arabes, lesquelles auraient perdu plus de 255 500 militaires. 3 commandants en chef furent tués et 3 autres faits prisonniers. Le calife Al-Mamoun, 813 à 833, en guerre avec Byzance et confronté aux insurrections en Syrie et en Égypte, était impuissant face aux Kouramides qu'il ne put vaincre de son vivant. Avant de décéder le 7 août 833, il conseilla à son successeur et frère Al-Mutassim 833 à 842 de canaliser ses efforts contre les Kouramides. Le nouveau calife prit soin de l'équipement de l'armée et il mobilisa toutes les ressources militaires contre Babek. Sa nouvelle armée fit subir pour la première fois, lors de la bataille du 25 décembre 833 près de la ville d'Hamadan, une défaite écrasante aux Kouramides qui perdirent 60 000 hommes. Ces chiffres pourraient être exagérés. Malgré cette victoire, l'armée arabe mit 5 ans pour venir à bout de ce mouvement de libération. L'issue de la guerre était prévisible, car sa prolongation augmentait les pertes dans les rangs du mouvement et incitait les alliés et les grands propriétaires féodaux d'abandonner Babek pour obtenir les faveurs du calife. À cause de leur trahison, Babek subit encore quelques défaites, mais il se montra résolu à lutter jusqu'au bout. Le nouveau commandant en chef de l'armée arabe, Afshin ibn Kavus, nommé à ce poste en 835, lui aurait proposé d'engager des négociations de paix et il lui aurait promis d'obtenir la grâce du calife. Cette proposition pouvait être perçue aussi bien comme un piège qu'une volonté de se servir de sa personnalité et de ses connaissances militaires dans la lutte contre Byzance et pour la propagation de la foi musulmane. L'auteur arabe Ibn al-Asir affirme qu'Afshin reçut la lettre de grâce accordée par le calife. Mais Babek refusa cette proposition en disant qu'il préférait vivre un jour comme un souverain que 40 ans comme un esclave. Il quitta la forteresse de Bas par un tunnel secret, juste avant sa prise par l'armée arabe en septembre 837, après 2 ans de bataille. Il tenta alors de rejoindre Byzance, mais il fut capturé par un de ses anciens alliés, avant d'être remis au commandant en chef de l'armée arabe. Babek fut conduit à Samarra, capitale du califat, où il fut cruellement exécuté le 14 mars 838. Les succès militaires des Kouramides affectèrent sérieusement la puissance du califat et accélérèrent l'éclatement de l'empire, à commencer par l'affaiblissement de l'autorité centrale sur les périphéries. Le mouvement était devenu un élément important dans l'équilibre des forces, ce qui explique pourquoi les Byzantins tenaient beaucoup à entretenir des relations d'amitié, et avaient même envoyé en vain une armée la veille de la prise de Bas pour détourner l'attention des troupes arabes. Force est de constater que la défaite militaire des Kouramides et l'inégalité des ressources entre les parties n'avaient pas pour autant écrasé la volonté de résistance du peuple azerbaïdjanais. Ce mouvement n'est pas considéré comme une simple insurrection des masses populaires, mais c'est aussi une guerre de libération du peuple d'Azerbaïdjan contre les agresseurs étrangers. Babek, héros de son époque, est resté un des personnages les plus célèbres de l'histoire de l'Azerbaïdjan et le symbole d'un chef de guerre pour la libération de la mère patrie. Il avait fait ainsi trembler le puissant califat. Cette lutte armée eut un impact important sur le devenir de la configuration des relations internationales et de la destinée de la région. Chapitre 3. L'apparition des nouveaux États féodaux. Les guerres de libération et la montée en force des tendances centrifuges affaiblirent le califat et rendirent inévitable la scission de l'empire. Vers la fin du IXe siècle, les dynasties locales, bien qu'elles soient encore fragiles, songèrent rapidement à l'indépendance et s'opposèrent à toute autorité supérieure. Les nouveaux États féodaux apparurent ainsi sur les territoires de l'Azerbaïdjan, et certains survécurent même à la conquête des grands empires. 3.1. Les États au nord de l'Azerbaïdjan. À cette période, l'Azerbaïdjan caucasien était partagé entre les États des Shirvanshahs, des Shaddadides et la principauté de Kachun.
3.1.1 L'état des Shirvanshahs. Le royaume des Shravanshahs, situé dans les limites de la province de Shirvan, avait été dirigé successivement par les dynasties des Masyades, Kesranides et Derbentides. Son apparition coïncida sans doute avec la période des Sassanides. Au 5e siècle, les rois perses mirent fin à la dynastie des Archakides en Albanie, rattachés provisoirement à leur administration directe, et créèrent une nouvelle région, appelée Shirvan, le long de la frontière de la Caspienne, dotée d'un pouvoir loyal aux Sassanides. Cette province était située entre la ville de Derbe et la rivière Koura. Son gouverneur, porteur du titre du Shirvanshah, fonda la première dynastie sur laquelle l'on dispose de très peu d'informations. Il s'agissait déjà d'un État féodal semi-souverain, chargé essentiellement de protéger le passage de Derbe et de renforcer la défense des frontières caucasiennes de l'Empire sassanide. Selon Ibn al-Asir, lors des premières campagnes militaires des Arabes en Azerbaïdjan, le Shah de Shirvan régnait sur la zone littorale de la Capsienne. Cependant, après l'instauration de l'autorité des Arabes en Azerbaïdjan, les descendants des premiers Shirvanshahs s'effacèrent de la scène politique en faveur de la famille Masyade, d'origine arabe, qui occupait une position importante dans la gestion des affaires de la région. À la fin du 8e siècle, Yazid ibn Mazyad, fondateur de la future dynastie des Shirvanshahs, fut nommé gouverneur de l'Azerbaïdjan par le calife. Ses descendants eurent les moyens d'obtenir une large autonomie face à un califat de plus en plus affaibli. Dans les années 60 du 9e siècle, Ezam ibn Khalid décida de prendre le titre de Shirvanshah pour devenir le premier souverain de Shirvan et mettre fin à sa subordination à l'autorité centrale. Ce fut le début d'un long chemin d'indépendance qui durera jusqu'au XVIe siècle. Il faut d'ailleurs souligner qu'il ne s'agissait pas de la création d'un nouvel État, mais plutôt de sa renaissance sous la direction d'une nouvelle dynastie. Les frontières de l'État s'étendaient sur une large partie de l'Albanie du Caucase et comprenaient la ville de Derbe, au nord, la rivière Koura, au sud, la ville de Sheki à l'ouest et continuaient le long de la mer Caspienne, à l'est. Elles ne subirent pas de changements profonds. Les Shirvanshahs purent étendre leur règne pendant certaines périodes, sur les territoires occidentaux de l'Azerbaïdjan, notamment les provinces d'Aran et de Mougan. Lors de l'arrivée des Arabes, la ville de Derbe faisait partie des territoires des Shirvanshahs. Mais elle s'était constituée, il faut le rappeler, en un émirat souverain dès 869 et était dirigée par une dynastie d'origine arabe. Après plusieurs tentatives infructueuses, les Shirvanshahs parvinrent à intégrer Derbe à leur territoire. Ils considéraient la ville comme une partie de leur terre ancienne, d'autant plus qu'elle avait été donnée en Iqta aux Shirvanshahs par le calife. La ville restait au sein du royaume des Shirvanshahs, mais était conquise de temps à autre par ses voisins du nord. La capitale de l'État était Shabaran, avant d'être transférée à Shamaki au début du Xe siècle. À partir de la première partie du XIe siècle, la dynastie des Kesranides, sans doute une branche des Masyades à l'issue d'un mariage avec la noblesse locale, accéda au trône. Les noms des nouveaux Shirvanshahs se distinguèrent de ceux de leurs prédécesseurs. Ils firent revivre les anciennes traditions et contribuèrent à la prospérité du Shirvan. Le Shirvanshah Fariburz, 1063 à 1095, élargit également les territoires du Shirvan à la province d'Aran et de Ganja, bien qu'il ait reconnu la suzeraineté des Seldjoukides. Un lien de parenté fut également établi avec la dynastie royale géorgienne. Manuchor III, 1120-1160, épousa en 1111, lorsqu'il était encore le prince héritier, la fille du roi géorgien. Le règne de Manuchor III, caractérisé par une pause dans les affrontements avec la Géorgie, permit l'engagement de nombreux travaux d'aménagement dans les différentes villes et la construction des remparts de Bakou. La stabilité et la prospérité sont les traits caractéristiques de cette période. Son fils Axitan, 1160 à 1197, lui succéda et il renforça davantage la souveraineté du Shirvan et assura son essor économique. Il faut souligner que le célèbre poète azerbaïdjanais Nizami Ganjavi lui avait dédié son œuvre « Léli et Majnun », rédigée en 1188. En 1192, Axitan survécut à la tragédie d'un puissant tremblement de terre qui causa la destruction entière de la ville de Shamaki. Toute sa famille, sa femme et ses enfants, y compris le prince héritier, y trouvèrent la mort. Il transféra la capitale à la cité fortifiée de Bakou, qui devint la deuxième capitale.
Un nouveau palais, qui sera construit par le Shirvanshah Kaliloula, 1417 à 1462, viendra ensuite embellir la ville. Aujourd'hui, connue sous le nom du Palais des Shirvanshahs, cette œuvre constitue une des belles architectures historiques de Bakou. Notons que la forteresse de Goulistan, située près de Chamaki, était une résidence fortifiée qui abritait les richesses du pouvoir et en cas de menace extérieure, la famille royale. Cette politique pragmatique et pacifique permit ainsi non seulement de renforcer l'indépendance de l'État, mais aussi de maintenir l'ordre et la paix et de concentrer les efforts du souverain au développement des villes. L'État des Shirvanshahs entra dans une période difficile après l'invasion des Mongols dont le règne dura plus d'un siècle. Il fallut attendre l'accession au trône en 1382 d'Ibrahim, 1382 à 1417, pour assister à la renaissance de ce royaume azerbaïdjanais. Désormais, les Shirvanshahs seront dirigés par les Derbendides, 1382 à 1538, une autre branche des Maziades. Le grand-père d'Ibrahim était un homme politique puissant et riche, mais sa famille s'était progressivement appauvrie. Il vivait dans un village près de Sheki, où il avait une petite propriété foncière. On dit qu'il se reposait à l'ombre de son arbre, après avoir durement travaillé dans les champs, lorsque la nouvelle de son accession au trône lui fut annoncée. Les récits historiques le caractérisent comme un souverain juste, indulgent et raisonnable. Il se souciait du devenir du peuple, de l'indépendance de l'État et se fixait la mission de conduire la population en toute sécurité vers une vie bien meilleure. Ce qui explique sans doute sa popularité auprès des masses populaires. Il est vrai que l'État des Shirvanshahs a toujours fait l'objet de convoitises des grands conquérants, car il était situé sur zone stratégique qui contrôlait l'accès terrestre, appelé le passage de Derbe, utilisé depuis l'Antiquité par de nombreux peuples pour se diriger du nord au sud et vice-versa. Ce n'était pas un hasard si les nombreux conquérants étaient en lutte permanente pour la prise de contrôle de cette région, dont les montagnes hautes et difficilement franchissables avaient une importance stratégique sur le plan de la défense. C'était aussi un lieu de passage des caravaniers, qui faisaient des allers-retours entre le nord et le sud. Au cours de l'histoire, plusieurs lignes de murailles ont été construites pour faire face aux offensives des peuples du nord. Les premières datent, selon les chercheurs, de l'époque des Achéménides. Mais elles n'étaient pas en mesure d'empêcher les tribus du nord de venir piller le pays. Selon Sarah Ashourbeli, il y avait 4 murailles défensives entre la mer Caspienne et la chaîne de montagnes du Caucase, près de Beshbarmak, de Chabran, de la ville de Derbe et au nord de la rivière Samur. La muraille de Derbe, construite sous le règne des Sassanides, Kavad Ier 488 à 531 et Khosrov Ier Anushiravan 531 à 579, était la plus imposante. Elle était la continuation des remparts de la cité fortifiée à l'est jusqu'à la mer, et à l'ouest jusqu'aux limites des montagnes. Les Sassanides auraient également construit près de 360 fortifications défensives et bastions dans la région. Les Shirvanshahs disposaient d'une armée essentiellement de cavaliers, composée de la garde spéciale et des groupes militaires des féodaux et des gouverneurs des provinces, et d'un troupeau important de chevaux pour les équiper. Mais leur système de défense s'avérait fragile, face à la menace maritime à laquelle ils ne s'attendaient probablement pas. Ce fut le cas lors des invasions des Russes, dont les informations concernant la première incursion remontent en 914. Pendant le Xe siècle, les Russes effectuèrent plusieurs agressions et ils pillèrent les zones littorales de la Caspienne. Les Shirvanshahs s'organisaient pour repousser les assaillants, mais l'absence d'une flotte militaire, en raison de l'utilisation de la mer à des fins strictement commerciales, ce qui explique pourquoi ils étaient à la fois surpris et perplexes, et de solidarité entre les souverains des États azerbaïdjanais avait augmenté les marges de manœuvre des Russes. Les Shirvanshahs surent maintenir leur existence souveraine et semi-souveraine pendant de longues années, malgré ces conditions difficiles. Ils ne cherchaient pas des aventures militaires, mais ils luttaient pour le maintien de leur pouvoir et ils conduisaient une politique étrangère pragmatique et prudente. Bien qu'ils aient accepté dès le IXe siècle la tutelle à tour de rôle des États des Sadjides et des Salarides, des Seldjoukides, des Mongols et de Tamerlan, Timour, ils parvinrent à conserver leur titre et l'intégrité de leur territoire. Tantôt ils payaient les tributs, tantôt ils nouaient des alliances. L'habileté des Shirvanshahs leur permit de renforcer ainsi leur indépendance.
Aucun conquérant n'a souhaité la suppression de cet État qui avait une position stratégique et constituait une première ligne de défense. Au XVe siècle, les Shirvanshahs nouèrent des relations diplomatiques et intensifièrent les échanges commerciaux avec la Russie. Selon l'historien russe Petrouchevski, le Shirvanshah Farrukhiyasar, 1462 à 1500, envoya en 1465 son ambassadeur pour négocier le développement du commerce par la route Volga-Caspienne. Un an plus tard, la mission diplomatique du tsar rendit visite à son tour au Shirvan. Cette période se caractérise par un développement à un rythme soutenu des relations entre les deux États, qui signèrent également un accord d'amitié à Moscou. Les Shirvanshahs étaient devenus un acteur politique important, et ils avaient étendu leur influence sur une grande partie des territoires du nord de l'Azerbaïdjan. Cependant, la montée en puissance de l'État safavide en 1501, avec lequel les relations s'étaient sensiblement dégradées, changea la donne. Le Shirvanshah Farrukhiyasar subit une défaite écrasante et trouva la mort sur le champ de bataille. Cette défaite marqua la fin de la période de puissance et de prospérité de l'État des Shirvanshahs, et engagea la phase de son déclin. La première campagne militaire du Shah Ismail, 1502 à 1524, le fondateur de l'État safavide, avait aussi une signification symbolique dans la mesure où les Safavides voulaient mettre à genoux ce pays qui avait été dans le passé un obstacle à la propagation de leur influence. Toutefois, il ne mit pas immédiatement fin à l'existence des Shirvanshahs et il s'abstint de le faire après sa deuxième campagne militaire en 1509. En 1518, une certaine normalisation des relations apparut lorsque le Shirvanshah joua le rôle d'intermédiaire entre les Ottomans et les Safavides et effectua un échange de lettres avec le sultan Sélim. Lors du règne du Shirvanshah Kaliloula II, 1524 à 1535, qui avait épousé la sœur du jeune souverain safavide, les relations se renforcèrent davantage entre les deux États. Mais Shah Tahmasib, 1524 à 1576, envisagea sérieusement de mettre fin à l'existence des Shirvanshahs auxquels il ne faisait plus confiance en raison de l'hospitalité accordée à certains opposants à sa couronne, et des tentatives de rétablissement de leur pleine souveraineté, véritable menace pour son autorité sur l'Azerbaïdjan. Plusieurs raisons lui fournirent l'occasion de soumettre enfin la région à son administration directe. La mort en 1535 du Shirvanshah Kaliloula II, qui n'avait laissé aucune descendance. L'instabilité politique, en raison de la lutte pour le pouvoir et de l'insurrection d'un prétendant inconnu à la succession. Les tentatives du Shirvanshah de nouer des relations avec le sultan ottoman. Shah Tahmasib voulait se débarrasser des Shirvanshahs. Iskandar Mounchi rapporte que le Shah considérait la prise de cette région pittoresque et la répression de l'insurrection comme une de ses obligations royales. Il envoya donc en 1538 ses forces armées au Shirvan et fit exécuter le dernier Shirvanshah. Le Shirvan devint une nouvelle unité administrative Bélébeyi de l'État safavide. Les représentants de la dynastie des Derbendides tentèrent en vain de rétablir leur autorité. La première fois, entre 1544 et 1549, lorsque les insurgés et certains militaires du dernier Shirvanshah, réfugiés dans les montagnes et dans les forêts, se réunirent autour de Burkan Mirza et voulurent profiter de la guerre entre les Ottomans et les Safavides pour s'emparer de Shamaki, mais ils furent défaits. La deuxième tentative de reprise de pouvoir fut engagée en 1550 par le jeune Mekrab qui parvint à rassembler ses partisans pour une insurrection, mais ne put résister longtemps aux forces armées safavides. La troisième fois, l'intervention de l'armée turque en 1554 coïncida avec la reprise de la lutte des partisans du rétablissement du royaume de Shirvan. Avec le soutien des Turcs, Qasim, un descendant de la dynastie des Derbendides, réfugié à Istanbul, créa une armée de 10 000 hommes qu'il espérait ensuite accroître avec tous les insurgés potentiels. Mais il fut battu dès le premier affrontement. À la suite de quoi, la fameuse forteresse de Goulistan fut également détruite. Ces derniers échecs conduisirent à la disparition d'un État, qui eut une longue existence malgré un contexte international tumultueux, et à la transformation du Shirvan en une simple province administrative. 3.1.2 La principauté de Kachun. Le royaume d'Albanie disparut au début du 8e siècle,
mais les représentants de la dynastie des Micranides bénéficiaient de la politique tolérante des Arabes et continuaient de posséder leurs biens et leurs terres, à la seule condition d'accepter le paiement des impôts de Djazié et de Karaj. Bien qu'on ait peu d'informations sur les conditions de vie et sur les structures étatiques des Albanais de la province d'Aran, dès 822 la montée en puissance de Sal ibn Sumba à Sheki et des princes albanais sur les territoires de la province d'Aran fut observée. Dans les années 40 du IXe siècle, le prince de Bélagan, Essaï Abou Moussa, Isa ibn Istifanou, se sentit suffisamment fort pour défier les autorités arabes. Il prit le contrôle d'une partie des territoires de l'Aran, et il se réfugia dans une forteresse sous la menace des armées arabes. Il remporta même plusieurs victoires, obligeant les représentants du calife à conclure une paix. Cette période coïncida avec l'affaiblissement du califat, qui n'était plus en mesure de faire face au mouvement de libération des différents peuples sous son autorité. Il en a résulté l'apparition d'une nouvelle principauté de Kachun sur les parties occidentales de l'ancien royaume d'Albanie. Elle comprenait les provinces d'Aran, d'Uti et de Sheki. Ainsi, en 866, Grigor Khamam, descendant de la dynastie royale albanaise, rétablit le royaume d'Albanie déclinant et se déclara roi d'Albanie. Il fut appelé aussi le Grand Prince de l'Orient et le Prince d'Albanie. Ses successeurs se partagèrent le royaume qui ne survécut qu'à Artsakh, la partie montagneuse de la province d'Aran. La nouvelle irruption des Russes en 944 et le pillage de la ville de Barda, qui ne pourra plus s'en remettre, furent un coup dur. Capitale de l'Albanie du Caucase pendant longtemps, cette ville avait une population de plus de 100 000 habitants et était la plus prospère de la région. Elle était considérée comme la mère de l'Aran. Le choix de Barda n'était sans doute pas un hasard. Connue pour ses richesses, elle attisait les convoitises des Russes. Au moment de l'affaiblissement et du déclin de l'État azerbaïdjanais des Atabeks, la principauté se renforça sous le règne de Hassan Jalali, 1215 à 1261, qui se considérait comme un successeur des rois de l'Albanie du Caucase. Il est cité dans les sources écrites comme roi, souverain ou grand prince. Mais il portait le titre de roi absolu, comme l'illustrent les épigraphes sur l'église de Gandzasar datant des années de 1240. Il y est écrit que moi, humble créature de Dieu, Hassan Jalali, roi absolu du grand et majestueux pays d'Artsakh. C'était aussi un homme prudent qui s'abstenait d'élargir son autorité sur le reste du territoire de l'Azerbaïdjan et de s'ingérer dans les affaires des États voisins, ce qui lui permit de préserver son indépendance dans un contexte de changement profond provoqué par l'irruption d'une nouvelle puissance mongole. Les sources rapportent qu'il accepta, en 1227, de payer le tribut à Karemshah Jalal ad-Din pour éviter la confrontation armée puisqu'il n'était pas en mesure de faire face à une telle épreuve de force. Cependant, il participa activement aux côtés du gouverneur de Gandja et du roi de la Géorgie au combat contre les Kiptchaks qui s'étaient installés dans les régions autour de Gandja, après la première expédition des Mongols en 1223. Les années de son règne peuvent être caractérisées comme une période de renaissance de l'ancienne Albanie sur un territoire plus réduit, de son redressement économique, politique et culturel comme l'illustre la construction de nouvelles églises et la rédaction de nombreuses œuvres historiques et littéraires. Les chercheurs sont unanimes à souligner que c'est justement pendant cette époque que 4 nouveaux chapitres, concernant le règne d'Hassan Jalali et la construction de l'église Gandzasar, furent ajoutés à l'œuvre de Moise Kalankatuglu, qui avait probablement vécu entre 8e et 9e siècle. Hassan Jalali serait à l'origine de cette initiative. Il s'agit d'un acte important dans la mesure où la tradition historique albanaise continua de survivre aux épreuves de l'histoire. Ce livre avait été rédigé dans un esprit albanais, présent aussi dans les nouveaux chapitres. Sous l'influence grandissante de la langue arménienne, sa rédaction fut désormais effectuée en ancien arménien. Si lors de l'arrivée des Arabes, les sources relatent l'utilisation des langues arani, albanaises et azéri sur les territoires de l'Azerbaïdjan, les conditions historiques réelles au XII-XIIIe siècle favorisèrent l'utilisation de la langue arménienne par la population chrétienne albanaise de l'Artsakh, alors que dans le reste des provinces de l'ancienne Albanie du Caucase, la population pratiquait essentiellement l'azerbaïdjanais. La littérature albanaise du 7e au XIIe siècle n'a pas pu résister aux influences étrangères de l'islamisation et de la grégorinisation, puis de l'arménisation. 3.1.3
L'État des Shaddadides. Un nouvel État monarchique, dont la transmission du pouvoir fut assurée par la succession d'un proche parent, apparut lorsque les fils de Mohammed ibn Shaddadi, d'origine kurde, se déplacèrent à Gandja et chassèrent en 971 le représentant des Salarides. Le chef de l'État portait le titre d'émir et siégeait à Gandja. Il est intéressant de rappeler qu'après le pillage de Barda par les Russes, le flambeau de la prospérité était passé à Gandja, devenue la ville la plus florissante de l'Azerbaïdjan caucasien, permettant à de nombreux poètes et auteurs classiques d'y trouver la tranquillité et de se consacrer aux activités littéraires. Au XIIe siècle, les poètes de renommée internationale comme Nizami Ganjavi et Masati Ganjavi vécurent et écrivirent leurs œuvres à Gandja. Située sur la route des caravanes, la ville était en même temps un lieu de commerce. Elle était devenue le nouveau centre politique, culturel et commercial de l'Azerbaïdjan. Les Shaddadides parvinrent rapidement à élargir leur territoire jusqu'à Barda et Belagan, les principales villes de l'Aran entre les rivières Koura et Arax. Mais par sa position géographique, l'État était sans doute très vulnérable aux menaces militaires extérieures puisqu'il n'était pas réellement protégé par des barrières naturelles face aux États voisins à la recherche de nouvelles conquêtes. Il était souvent en guerre avec les Shirvanshahs et les Géorgiens. Dans une perspective défensive, Shavour, 1050-1067, fit construire un mur de protection autour de la ville de Gandja, entouré d'un fossé. C'est aussi sur son ordre que les célèbres portes de fer de la ville furent préparées en 1063. Cependant, vers la fin de son règne, il accepta la tutelle des Seldjoukides grâce auquel les territoires des Shaddadides furent agrandis vers le sud-ouest du Caucase. À cette période, il existait 3 émirats des Shaddadides au Caucase, Aran-Nakhitchevan, Dabil et Ani, lesquels constituaient ensemble un État fédéral. Le dernier représentant des Shaddadides tenta de se soustraire à l'autorité des Seldjoukides, lesquels envahirent Gandja en 1088, ce qui marqua la fin de cet État. 3.2. Les États Sadjides, Salarides et Ravadides, au sud de l'Azerbaïdjan. Dans la foulée de l'affaiblissement du califat, l'État des Sadjides, 889 à 942, fut un des premiers États à se former au sud du territoire de l'Azerbaïdjan avec la volonté de se séparer du califat. Abou Sadj Divdad, de la dynastie turque, chargé de différentes fonctions administratives importantes en récompense de ses mérites, en est considéré comme le fondateur. Cependant, la véritable renaissance de l'État, avec pour capitale Ardebil, apparut lorsque son fils Mohammed, nommé en 889 à la tête de la province d'Azerbaïdjan, se comporta comme un nouveau souverain malgré la soumission formelle au califat. En effet, si un prince ou un gouverneur parvint à gérer les affaires de manière autonome et à vaincre les troupes régulières du calife, son autorité était reconnue à condition que le nom de calife soit cité dans les prières. Dans de telles situations, le calife se résignait à se retirer des affaires politiques, mais il gardait la qualité de chef spirituel en attendant son retour en force. Mohammed engagea des campagnes militaires contre les gouverneurs d'autres régions et imposa sa propre autorité. Grâce à ses victoires, il devint un homme politique réputé et un interlocuteur sérieux pour les chefs d'État voisins. Malgré sa puissance et sa position confortable dans la région, il ne coupa pas tous les liens avec le calife auquel il payait un tribut annuel. Lorsque Mohammed décéda en 900, son fils Divdad lui succéda, mais fut renversé quelques mois plus tard par son oncle Youssouf, 901-927. Celui-ci accepta d'abord le titre de gouverneur et le paiement du tribut pour s'assurer du soutien des Arabes, mais il changea ensuite sa ligne politique en refusant toute forme de subordination en 912. Il renforça son autorité sur l'ensemble du territoire de l'Azerbaïdjan. Il accorda aussi une attention particulière à la protection de ses frontières du nord, notamment après la première agression des Russes en 913. Vu l'effondrement de certaines parties de la muraille de Derbe, il engagea d'importants et onéreux travaux de réparation. Youssouf dut faire face à la volonté de reconquête du calife. Il remporta plusieurs victoires, mettant notamment en déroute en 918 une armée arabe 3 fois plus nombreuse que la sienne. Mais l'inégalité du rapport de force et le caractère régulier des campagnes militaires des Arabes décidèrent de l'issue de la guerre. Dans une nouvelle bataille près de la ville d'Ardebil, le 16 juillet 919, Youssouf subit une défaite et fut mis en prison.
Toutefois, la résistance des dignitaires de l'État des Sadjides annonça la poursuite de la lutte contre les Arabes. Ce qui conduisit le calife à libérer Youssouf 3 ans plus tard, en 922, et à lui confier de nouveau le poste de gouverneur. Par cette décision, il espérait stabiliser la situation et recueillir son tribut pour remplir sa caisse. Youssouf a été le représentant le plus puissant de l'État des Sadjides, dont l'âge d'or se termina avec sa mort en 927. Ses successeurs ne furent plus en mesure de gérer la situation avec autant d'efficacité. En 942, la dynastie des Sadjides disparut au profit de celle des Salarides, 942 à 981, dont le nom était tiré de l'appartenance tribale de son fondateur, Marzuban ibn Mohammed, 942 à 957. Celui-ci ne changea pas de capitale, et il s'installa également à Ardébil. Mais en 944, il dut faire face aux attaques des Russes et il monta une campagne militaire contre les envahisseurs, lesquels se retirèrent le 12 août 945. Il faut rappeler qu'en plus des unités militaires d'infanterie et de cavalerie, Marzuban disposait de navires de guerre, ce qui lui donnait un avantage par rapport aux autres États azerbaïdjanais et les moyens nécessaires pour faire face aux attaques imprévisibles des voisins lointains du Nord, comme c'était le cas des Russes. En renforçant la puissance militaire de l'État, Marzuban cherchait à consolider les assises de son pouvoir et à étendre son autorité sur toutes les possessions des Sadjides. Il imposa aux Shirvanshahs de payer le tribut. Malgré une certaine dégradation de la situation intérieure du pays entre 948 et 953, en raison de son emprisonnement à la suite d'une défaite militaire et de la lutte pour le pouvoir entre différents prétendants, il put s'évader et rétablir rapidement la stabilité. Les chercheurs rapportent que les activités économiques reprirent, l'agriculture, le commerce et l'artisanat se développèrent. Ce fut une courte période pacifique, favorable au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie de la population, lassée par les guerres incessantes. L'essor de l'économie et le contexte régional favorable à la paix permirent à Marzuban de se préoccuper principalement des affaires intérieures et d'augmenter les moyens financiers de l'État. Toutefois, après sa mort, en décembre 957, la lutte pour le pouvoir entre ses fils et son frère reprit de plus belle. Ce qui a conduit inexorablement à l'affaiblissement de l'autorité centrale. Les tentatives d'Ibrahim Salaride, 961 à 981, fils de Marzuban, de rétablir la puissance de l'État du temps de son père n'aboutirent à rien. Face à la volonté indépendantiste de certaines provinces, l'État des Salarides prit fin en 981. Un autre féodal, Ravadi, gouverneur de la province de Garada, renversa Ibrahim Salaride en 981 au terme d'une guerre victorieuse. Il prit le pouvoir et devint le maître des territoires d'Azerbaïdjan, situés au-dessous des rivières Arax et Koura. Le nouvel État, qui apparut sur les décombres des Salarides, porta le nom d'une nouvelle dynastie, les Ravadides. La capitale fut transférée d'Ardébil à Tabriz. L'arrivée des Seldjoukides mit fin à l'existence de cet État qui disparut en 1065, avec la nomination d'un gouverneur à Tabriz. Chapitre 4. L'Azerbaïdjan sous le règne des Seldjoukides. Au milieu du XIe siècle, les États azerbaïdjanais indépendants n'étaient pas en mesure de réunir leurs efforts pour faire face aux ambitions de domination impériale des puissances extérieures en raison de leur rivalité politique, de l'absence de liens serrés entre eux et du relatif équilibre des forces. Leur position géographique présentait un intérêt stratégique et économique évident. Ce qui ne laissait pas indifférents les Seldjoukides qui se renforcèrent en Asie centrale et se lancèrent à la conquête de nouveaux territoires. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.